Bonjour à tous, super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du projet à la rencontre des créateurs du Nouveau Monde. Aujourd'hui, c'est vraiment un moment particulier pour moi parce que même si c'est pas une interview en face-to-face, c'est quand même une interview vraiment importante puisque aujourd'hui, on a présentement Renaud. Salut Renaud. Coucou tout le monde. Renaud qui est, comme certains le savent déjà, je suis en formation pour être naturopathe en 2024 et Renaud est mon directeur d'école, l'école Pranathéna. Et Renaud a un parcours assez inspirant. Donc, j'ai été vraiment contente que tu acceptes en fait l'invitation parce que je pense que ton parcours, que tu vas nous détailler un petit peu, je pense même beaucoup, va vraiment inspirer certaines personnes qui se posent beaucoup de questions et qui veulent changer de vie, qui veulent changer de carrière ou autre, et qui ont certains blocages, qui ont beaucoup de questions qui taraudent. Et toi, je pense que tu es passé par plein de phases qui peuvent sûrement aider ces personnes-là. Donc, si tu peux juste te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, bien sûr, et juste nous raconter un petit peu ton background et comment tu es arrivé à une aventure entrepreneuriale, en fait. Ok, je te remercie pour cette introduction qui met un peu la pression quand même, non? Non, Non, bon, non, t'es ça fait habitué. plaisir. Je suis habitué, t'as raison. Et en fait, moi, je suis Renaud, j'ai 33 ans. Je suis avant tout un papa, un amoureux de l'amour et un passionné de l'expression de la vie. C'était pas du tout le cas au départ. Il y a bien longtemps, je pensais que pour me sortir de ma considération et de ma situation de base, qui était beaucoup de situations familiales, d'inquiétude sur l'argent, par exemple, et le fait que, grosso modo, on venait d'une classe sociale qui faisait que c'était pas possible de réussir, bah en fait, très vite, il y a eu un truc en moi qui voulait faire de l'argent. Donc je vais pas te mentir, mon début de parcours est pas spécialement inspirant, c'était quelqu'un qui se disait, le seul moyen de m'en sortir, c'est faire de l'argent. Alors très vite, je me suis dit, j'avais des bonnes notes, j'aurais pu partir en école d'ingénieur et j'ai dit à mes parents, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire comme métier ou comme étude pour gagner de l'argent? Sous-entendu, c'est comme ça que je vais sauver ma famille, tu vois. Un peu un Hmm. mode sauveur sacrificiel. Et mon père m'a dit, bah, les études de commerce, c'est ce qui paye le plus. Donc, bah, en fait, moi, c'est très simple. Je suis parti en école de commerce sans rien savoir du commerce, sans avoir jamais vendu quoi que ce soit à qui que ce soit, sans avoir, en plus, en étant profondément timide et très mal à l'aise à l'idée ne serait-ce que de rencontrer quelqu'un. Alors, pour lui vendre un truc, je te laisse imaginer, c'était genre 20 litres de transpiration dans le dos et dans l'arrêt des fesses, tu vois. Je pouvais pas adresser la parole à qui que ce soit que je connaissais pas. Et donc, je me suis lancé, j'ai fait 2 écoles de commerce. J'ai fait une première école pour apprendre la gestion d'entreprise et d'administration. Donc, c'est en France. Et ensuite, j'ai fait une autre école où j'ai appris beaucoup plus la gestion de l'expertise financière, expertise comptable, l'audit financier, bref, contrôler des grosses boîtes qui, pour vérifier leur comptabilité, s'assurer qu'il n'y ait pas des trucs qui soient foireux. Et j'avais cette casquette à l'intérieur de moi un peu de j'ai envie de faire mon truc. En fait, j'ai toujours eu en moi le côté j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Et donc j'ai démarré là-dedans. Je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens et que ce qui me plaisait quand même dans l'entreprise, dans l'étude de l'entreprise, c'était l'entrepreneuriat. Alors j'ai eu un de mes amis qui était en faillite, qui était vraiment en galère avec sa boîte. Et je lui ai dit, bah, si tu veux, je viens t'aider pendant tout l'été et on essaie de voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai fait ça et ça m'a permis d'avoir une micro-entreprise entre les mains et de me rendre compte qu'en fait, on pouvait faire beaucoup de choses et que chaque action, tu pouvais mesurer des résultats quasi instantanément, alors que les grands groupes chez qui j'intervenais, c'était genre une ligne de chiffres en dessous de 65 millions d'euros, même s'il y a une erreur, on vérifie pas, c'est pas significatif. Donc ça, je te laisse imaginer le gap entre faut faire gaffe à la facture de l'assureur et qu'on économise 12 euros cette année, tu vois. C'était assez amusant. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Il s'avère qu'on a redressé la barre, qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait des millions d'euros. Et j'avais pris des parts à ce moment-là, et puis je les ai cédées à mon ami en me disant, c'est cool, mais c'est un secteur d'activité qui m'inspire pas. En fait, c'est un secteur d'activité, j'aime l'aspect entrepreneurial et le challenge humain qu'il y a derrière ça, le challenge technique, le challenge de se dépasser et de pouvoir constater ses résultats et sa performance rapidement. Ça me plaisait beaucoup, d'avoir du feedback du terrain et de la réalité qui nous entoure. Par contre, le domaine d'activité, enfin, pour être tout à fait transparent, j'en avais rien à foutre. Je me levais pas le matin en me disant le jour où je vais mourir, j'ai fait une différence dans le monde. Quoi. Tu vois, je me disais le jour où je vais mourir, toute personne n'en aura rien à foutre tant que leur prestation continue à tourner. Tu vois. Donc, en vrai, à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser que il y avait quelque chose d'autre de plus important pour moi à l'intérieur de moi, quelque chose à laquelle j'étais pas connecté. Et ça s'est fait en parallèle du décès de mon grand-père, qui est mort de son quatrième cancer généralisé. Et en fait, je me suis dit toujours, mais à ma grand-mère, comment ça se fait qu'il a eu des cancers qui se sont enchaînés? Qu'est-ce qu'on lui a dit de faire pour pas que ça revienne?
Et le problème, c'est que très souvent, bah, elle me disait, bah non, en fait, on nous a dit c'est comme ça, c'est une maladie qui te tombe dessus, tu peux rien faire, enfin, genre, c'est un coup de pas de chance. Et moi, à partir de ce moment-là, je suis devenu psychorigide de la recherche de qu'est-ce qui fait qu'on tombe malade ou pas. En mode, c'est pas possible de me lever un matin, que ma famille soit malade, que moi je sois malade, que mes proches, mes enfants, mes amis, les gens à qui je tiens, et même les autres humains, qu'on tombe juste malade comme ça, on se lève pas un matin avec un cancer. Tu vois, c'est un truc auquel je crois Mm. pas. Pour moi, il y a des paramètres qui font qu'à un moment, effectivement, ça peut se déclencher brutalement, mais aussi que ça s'est préparé dans le temps. Et j'ai commencé à chercher, 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 et c'est ce qui m'a amené, de fil en aiguille, petit à petit, à rencontrer des gens qui m'ont dit, mais en fait, tu es déjà naturopathe dans ta réflexion, pourquoi tu n'es pas naturopathe? C'était à l'époque Robert Masson et sa femme, et qui est devenu mon premier mentor. Et ensuite, j'ai pas arrêté, je vais continuer à me former, former, jusqu'à aujourd'hui, où j'ai créé l'école Pranatena et dont tu fais partie de la grande famille. Ah, c'est chouette. Mais en fait, tu avais quel âge du coup quand tu as commencé à penser naturopathe? Très bonne question. Franchement, j'en sais rien. Je saurais pas te dire. Ça fait maintenant une paire d'années, mais par contre, enfin, il y a un paquet d'années. Mais je saurais pas te dire quel âge j'avais. J'ai pas le souvenir de l'âge auquel je me suis intéressé à tout ça. Par contre, j'ai le souvenir de l'âge auquel je suis devenu la première fois entrepreneur. J'avais 21 ans Il était ton enfin, 20 ans et demi, je crois, j'avais 20 ans, quand j'ai pris les parts dans une première entreprise. Et j'étais encore étudiant. C'est-à-dire que je faisais ça pendant les pauses, je passais des appels. Le midi, je passais des appels, des fois quand il n'y avait pas cours, etc. Et c'était déjà un truc qui me passionnait, tu vois. Après, la naturopathie, ça s'est fait vraiment progressivement. Parce que pour être tout à fait transparent, à la base, j'étais persuadé que tu serais en bonne santé si tu faisais beaucoup de sport, peu importe ce que tu manges. C'est-à-dire que moi, Hmm. mon créneau, c'était ça. Je faisais du karaté en combat, en compétition, en assez haut niveau. Je faisais de la boxe thaïlandaise, etc. Et j'étais persuadé que tu pouvais manger n'importe quoi. J'étais du style capable d'enchaîner un certain nombre de kebabs qui dépassent les doigts d'une main par semaine. J'étais capable d'aller 5 fois au fast-food les plus connus. Ah ouais? Dont le signe est plus connu que toute autre chose au monde par les enfants de la planète. Tu vois, j'étais capable d'y aller genre 4-5 fois par week-end. Vraiment, tu vois. Et en fait, j'avais vraiment, mais quand je te le dis, zéro conscience de ce qui mène à la santé, à l'expression de la vie. C'est-à-dire que Tu te pour disais, je moi, fais du sport, c'est bon, en fait, il n'y a pas de souci, quoi. franchement, j'avais pas de... C'est comme si, en fait, il n'y avait pas le doute de quoi que ce soit dans ma tête. C'est-à-dire que pour moi, peu importe ce que tu manges, le sport, c'était important. Il fallait faire du sport pour être en bonne santé. Je me disais, quelqu'un qui est gros, qui a des problèmes cardiaques, etc., il fait pas de sport. Tu vois, en gros, quelqu'un qui a des problèmes de maladie, parce que son corps, il l'a pas assez entretenu par le sport. J'avais cette première croyance et ma vie tournait autour du sport. C'est ce qui m'avait sorti de mon terrible manque de confiance en soi, etc. J'en avais encore beaucoup, mais si tu veux, Ça t'a c'était un peu ce qui m'avait aidé et quelque part, c'était le truc qui avait changé ma vie. Et donc, j'étais à fond sur le sport. Mais par contre, conscience de l'alimentation, genre zéro. Mais quand je te dis zéro, j'étais capable de manger que des trucs de merde tout le temps. Alors, comment, enfin, du coup, ça fonctionnait quand même ton sport avec le fait de mal manger, ou est-ce que il y a bien un moment donné, j'imagine qu'il y a eu une petite rupture au niveau corporel? En fait, si tu veux, j'aime à dire que j'étais bon, hein, franchement. Mais alors déjà, j'avais pas forcément le mental d'un champion parce que j'étais pas formaté à ça et que dans ma famille, il y avait aucune transmission de croyances qui permettait vraiment d'aller chercher de la réussite quand c'est dur. Tu vois, j'avais vraiment rien de tout ça. Et en plus de ça, mais c'est ok, hein, ça fait partie des challenges de la vie qui nous forgent. Et en plus, en parallèle, j'étais clairement, souvent je dis ça en caricaturant, j'étais le sportif le plus blessé du département. C'est-à-dire que j'enchaînais les douleurs partout, les problèmes au dos, les problèmes de récupération, des courbatures pendant des jours et des jours. Et c'était pas normal. Clairement, c'était pas normal. Genre, ma bécane a été en train de me dire, tu mets de Il y la a un truc merde qui dans va. le moteur, genre à un moment donné, t'étonnes pas qu'il y a une fumée noire qui est en train de t'empoisonner, tu vois. Et du coup, c'est comme ça que tu t'es dit, bon, il y a peut-être l'alimentation qui rentre en jeu, il faut peut-être que je m'y intéresse un petit peu. Alors, si tu veux, je m'y suis intéressé lors du décès de mon grand-père parce que là, je me suis dit, quand même, il y a quelque chose. Donc, Ok. l'un des premiers livres que j'ai lu, c'était Anti-cancer de David Serran-Schreiber, qui Hmm. parlait des aliments anti-cancer, en fait, qui commençait à me mettre vraiment en évidence que ce qu'on mange et ce qu'on fait au quotidien contribue à notre état de santé. Et là, ça sortait un peu de mon cadre à moi. Il faut savoir qu'à la fin de mes études, j'étais parti en Asie, dans une très grosse fac sur la partie business international. Et en rencontrant des gens là-bas, les Asiatiques ont quand même une mentalité absolument différente de la nôtre. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que je peux te poser une question? Je lui ai dit, ouais, moi j'aime bien échanger. Et il me dit, pourquoi les vieux chez vous, ils ont des lunettes? Alors moi, je me suis dit, le mec, franchement, je vais pas te mentir, je me suis dit, le mec a un pet au casque. Il a rien compris, quoi. Ben, je lui dis, mec,
Évidemment qu'ils ont des lunettes. Ils sont vieux, avec l'âge, la vue baisse, ils ont dû mettre des lunettes, quoi. Tu vois, genre t'as rien compris. Enfin, tu vois, vraiment, l'occidental moyen qui est plein de certitudes et qui a pas du tout compris qu'en fait, il y a juste une autre C'est manière lui de qui a voir raison. les choses, qui est tout autant OK. Et le gars me dit, mais je comprends pas, parce que normalement, quand on vieillit, on commence à avoir tellement d'expérience qu'on devient sage. Et quand on devient sage, on a une vision claire du monde, donc on n'a pas besoin de lunettes. Et là, le mec Ah, m'a mis un électrochoc, je vais pas te mentir, je suis tombé de ma chaise. À ce moment-là, j'ai fait un pic de tension. Et il y a un truc en moi qui s'est dit, effectivement, ce qu'il dit, parce que je suis assez, j'avais plein de certitudes, mais par contre, je suis pas quelqu'un de borné qui veut pas revenir sur ce qu'il croit, tu vois. J'accueille vraiment les informations extérieures et après, je me dis, bah, on voit ce que j'en pense. Mais en tout cas, sur le principe, j'aime bien qu'on me partage des trucs auxquels je crois pas, par exemple. Et hmm. là, ça m'a permis de me rendre compte que quelque part, effectivement, ça avait du sens ce qu'il était en train de me dire. Il y a une Vraiment, tu vois, prise de ça avait vraiment conscience, du en sens. fait. Et là, Ouais. le mec insiste. Et là, je me dis, non, là, il m'a achevé. Franchement, il m'a mis une balayette, descente du genou, coup de coude au sol. Enfin, franchement, il m'a tout fait. Il me dit, bah regarde, chez nous en Asie, c'est les jeunes cons qui passent leur temps sur les jeux vidéo, sur les ordinateurs, qui ont des lunettes. Et là, tu vois, alors le mec a détruit à peu près toutes mes certitudes et tous mes présupposés en 15 secondes. Mais Et il a donc, c'est là raison, que je en commence. plus, hein. Bien Quand tu sûr. vois ça de l'extérieur un petit peu, en fait, nous, on est tellement basés sur des croyances de ce qu'on nous a dit, de ce qu'on nous a dit, en fait, tout simplement des croyances, qu'on ne va pas chercher autre, puisque c'est ce qu'on voit, entre guillemets, c'est ce qu'on nous a dit. Puisque, alors qu'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose de tellement logique, tu regardes ça sous un autre prisme et tu te dis, mais en fait, c'est lui qui a raison. C'est toutes ces croyances-là, il faut que enfin, que je les enlève et que j'amène une nouvelle vision à ce qu'il dit, en fait. En fait, tu vois, je dirais que ça va même, à mon sens, encore plus loin que ça. Parce que les croyances, c'est quelque chose où, dès lors que tu en développes une, que parce qu'on te l'a dit ou parce que ton expérience de vie te l'a fait penser et t'a fait formuler cette croyance dans ta tête, à partir de ce moment-là, ton cerveau n'a de cesse d'essayer de la valider dans la réalité qui t'entoure. C'est-à-dire elle va orienter tes perceptions pour te faire valider la croyance. Donc c'est normal qu'on soit focusé sur la manière de voir les choses telles qu'on l'a apprise. Je veux dire, en Occident, on nous dit tu perds la vue parce que tes cellules se dégénèrent, parce que tes yeux s'usent, etc. Grosso modo, comme les articulations. Aucunement parce que pour des raisons philosophiques ou d'expérience de vie, tu as une Bien vision sûr. claire du monde. En fait, la symbolique n'est pas très présente dans la vision occidentale de la chose. Et en fait, en réalité, c'est juste qu'à un moment, il n'y a personne qui a raison. Il y a tout le monde qui a raison. C'est juste qu'à un moment, c'est spécifiquement vrai et globalement faux. Et donc, en fait, en réalité, on apprend que il n'y a pas de croyance qui est relativement vraie ou relativement fausse, enfin totalement vraie, totalement fausse. Pour moi, c'est juste à quel endroit du curseur je mets mon curseur, tu vois, pour que cette croyance s'adapte à la situation ou pas. Et c'est surtout qu'est-ce que cette croyance me permet de faire, à quoi elle me sert, etc., qui devient important. Moi, à ce moment-là, Mm. si tu veux, je me suis dit, ils ont quand même une vision de la vie qui n'a rien à voir. Et ça m'a parlé, tu vois, de me dire, effectivement, c'est pas con son truc. Ça veut pas dire que là, je fais pas perdre la vue. Ça veut dire que quelque part, peut-être qu'il y a un autre paramètre qui est lié à comment je vois la vie, quelle est mon Exactement. expérience, quelle est la symbolique qu'il y a derrière tout ça. Et moi, ça a commencé à m'ouvrir. Je rentre en France, il se passe, je suis entrepreneur, etc. Il se passe que je vois avec mon grand-père que j'ai cet électrochoc, que c'est pas possible de juste d'attendre d'être malade et de dire on pourrait peut-être faire quelque chose. Tu vois, moi, je prétendais pas guérir des maladies, ni maintenant d'ailleurs. Je me suis toujours dit comment on fait pour aller bien. En fait, en vrai, moi, je voudrais qu'on aille bien et que les maladies, on laisse ça à ceux qui savent les traiter, tu vois, à mon sens, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et Bien donc, sûr. il s'avère que lorsque je prends conscience de ça, je commence à fouiller, et les premiers trucs qu'on trouve, c'est essentiellement des choses sur l'alimentation. Donc bien sûr, je commence à me rendre compte que mes maux de tête 5 jours par semaine, c'est pas le fruit du hasard. Je Mm. Tu commence à me commences à rendre connecter, à faire les liens, en fait, et oui. même pour En toi. fait, si tu veux, moi, j'accueille les informations, j'ai un peu ce fonctionnement-là, j'accueille les informations comme un enfant qui apprend, et non pas qui essaye de comprendre pour dire, ouais, mais attends, c'est pas valable parce qu'on m'a dit que. Si tu veux, je peux tout n'importe quoi qu'on me dise, le truc le plus prouvé au monde, je peux toujours trouver un truc dans mon référentiel à moi qui permettra de dire que c'est faux et que je suis pas d'accord parce que ça vient en confrontation. Moi, j'ai Mm. plutôt cette capacité à dire j'accueille l'info. Je sais pas comment elle se met à l'endroit du puzzle, je connais pas la forme de la pièce. Peut-être ça va même pas dans ce puzzle-là, peut-être dans un autre, je sais pas. Mais en tout Mm. cas, pour le moment, je l'accueille. Après, je vois, après, ça va se dessiner. Je fais confiance pour que ça se dessine tranquillement. Et donc, tu vois, petit à petit, je me mets là-dedans et je commence à quand même prendre conscience. Et pour te dire comment la naturopathie est arrivée, ça s'est fait assez vite parce que moi, j'ai toujours été autodidacte dans beaucoup de choses. Donc, j'ai bossé le sujet. Et en fait, il s'avère que assez rapidement, quand je conseillais des produits aux gens qui m'entouraient,
Il me disait, ouais, c'est bien, mais le problème, c'est que j'arrive pas à les trouver, en fait. Il y en a un par-ci, un sur Internet, un dans un magasin, l'autre dans une pharmacie, l'autre, faut le commander. C'était galère. Et donc, en fait, très vite, ils m'ont dit, est-ce que tu peux pas nous les fournir? Tu as une entreprise, tu accompagnes des sites e-commerce, etc. Pourquoi tu en as pas un à toi et puis tu nous livres, en fait, tu nous le fournis, les produits. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté mon premier site Internet de vente en ligne de produits de qualité que j'avais passé des années à bûcher, à sélectionner les produits. Et c'est grâce à ces produits qu'un jour j'ai voulu présenter à Robert Masson et à sa femme par hasard, Que tu que, es d'accord. que eux m'ont dit pourquoi t'es pas naturopathe en fait. Alors que moi D'accord, c'est ça j'apprenais le en chemin. cherchant par moi-même et j'apprenais par les conversations avec les gens. C'est-à-dire que moi j'apprenais au travers du partage d'expérience des gens qui me partageaient ce qui leur était arrivé. Et du coup, est-ce que tu as eu des peurs au moment de te lancer? Justement pour ton site internet, ton site en ligne des Ouais, compléments, ouais, des ouais. suppléments. Est-ce que tu as eu des moments de doute ou des moments où tu t'es dit ce que je fais c'est bien et comment tu es passé du moment à j'ai peur à je le fais? Ok, je te remercie pour cette question parce qu'elle est hyper intéressante. Déjà, je tiens à préciser, pour ceux qui peuvent croire parfois que ceux qui l'ont fait et pour qui ça s'est bien passé, c'est facile pour eux, qu'ils étaient programmés pour, etc. Je tiens à préciser que le jour où j'ai dit à mes parents, écoutez, j'ai fait des études, je vais pas être salarié, je vais pas accepter la grosse paye qu'on me propose dans tous les cabinets, etc. Je vais monter ma boîte parce que ça me tient à cœur et je vais vendre des trucs pour aider la santé des personnes. Ils m'ont regardé, ma mère a plus ou moins s'est tournée vers mon père en disant, chérie, mon fils est possédé par le diable. Parce que l'entrepreneuriat dans ma famille, c'était genre voler l'argent des pauvres pour les exploiter et devenir un salaud de riche. Tu vois, à peu de choses près, hein. Il y avait un côté un peu comme ça au niveau familial depuis plusieurs générations, qui s'explique d'ailleurs très bien. Donc moi déjà, je démarre avec le côté, ça me tient à cœur, je le sens à l'intérieur de moi. Par contre, je vais pas te mentir, je me sens pas spécialement soutenu, encouragé, quoi que ce soit. Donc, et puis en plus, moi, il s'avère que j'avais, comme je te l'ai dit, un gros déficit de confiance en soi. Donc j'avais un syndrome de l'imposteur énorme de me dire pourquoi moi je créerais cette boîte, pourquoi les gens achèteraient chez moi, pourquoi ce seraient mes produits qu'ils voudraient prendre et pas d'autres. Mmh. Pourquoi en fait moi je serais légitime. Donc la légitimité, c'est genre zéro pointé, crédibilité zéro pointé, en tout cas en termes de ressenti intérieur, hein. Les gens me trouvaient très crédible et légitime, mais moi non. Zéro confiance en soi, pas d'argent, la banque qui finance pas. Alors il faut savoir qu'à l'époque, la banque m'a dit le e-commerce, ça va se casser la gueule, donc on finance pas. Ils avaient eu du flair, les mecs, hein. Je vais pas te mentir, ils avaient vraiment eu du flair sur le e-commerce. La preuve, aujourd'hui, les plus grosses capitalisations boursières en termes de business et d'entreprises de vente, bah, Ouais. c'est des sites e-commerce, hein, concrètement, notamment Amazon, etc. Donc, bon, aucun flair de leur part, mais tu vois, donc moi, en gros, tout le monde me dit c'est mort ton histoire. Et en plus de ça, je pars avec un déficit de confiance en soi. Je vais pas te mentir, j'étais incapable de parler à une nana. J'étais incapable d'aller parler pour devenir ami avec quelqu'un, ne serait-ce que lui demander ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il aime, pourquoi il est dans un bar, machin. C'était pas possible pour moi. Là, je me dis, il va falloir trouver des clients. C'est quand même chaud. Et en plus de ça, il va falloir, en gros, assurer. Et il y avait une pression de fou. Puisqu'en plus, j'ai amené tout l'argent que j'avais moi, j'ai tout amené. J'ai fait all-in, il n'y avait pas de, Ah ouais. j'avais pas d'apport extérieur, la banque voulait pas en fait. Donc j'ai fait mon truc, tu vois. Et j'étais pas aidé par le Pôle Emploi non plus en France, parce que Bah, j'avais tu as travaillé. risqué, tu as été quoi. Attends, mais quand je te dis, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que bah, il fallait aller le chercher, tu vois. Et en fait, tout le monde me disait non, mais ça va, pendant 2 ans, tu auras du Pôle Emploi parce que tu es entrepreneur débutant, machin. Et donc je suis allé les voir, ils m'ont dit, vous n'êtes pas vraiment entrepreneur. Enfin, en gros, ça rentre pas dans le critère parce que vous avez travaillé pendant vos études. Donc en fait, vous avez eu un contrat de travail que vous avez arrêté il y a plus de tant de temps. Et donc finalement, ces droits-là, vous n'y avez pas droit. Si vous aviez rien fait, vous auriez eu plus ou moins droit. Là, je dis attends, c'est une blague. J'ai travaillé pendant mes études, pendant que mes amis touchaient des bourses. Et Et en moi, je fait, peux pas, moi, là, on ne peut pas m'aider. de ce fait-là, quand je monte ma boîte, j'ai pas le droit à mes 2 ans, machin. Et là, je me suis dit, c'est une blague. Bon, c'est pas grave, je l'ai fait quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai bossé pendant très longtemps sans gagner 0 euro. Donc je l'ai vraiment fait en mode détermination complète. Donc déjà, ça m'a forgé énormément. Alors comment j'ai fait pour dépasser ça? Ouais, avec tout Je ce me que suis tu as dit, connecté oui, à, je me il y suis a forcément des connecté à ma choses. contribution. Tu as quoi? Je me suis connecté à ma contribution. C'est-à-dire que euh, je comprends ça maintenant. À l'époque, j'avais un peu moins peut-être la conscience de ce que j'étais en train de faire, mais je sais que c'est ce que j'étais en train de faire, si tu veux, pour expliquer aux personnes.
Tu as la pyramide de Maslow avec les besoins d'un individu. Hein. Bon, c'est pas un modèle parfait, mais en tout cas, c'est un modèle intéressant. Au début, tu as des besoins de base, où en gros, c'est avoir un toit, être en sécurité, avoir à manger, etc. Ça, entre guillemets, j'avais. C'est-à-dire que je suis retourné chez les parents. Je sortais des études, j'avais un bon poste, machin, on me proposait beaucoup d'argent. Bah, je suis retourné dans ma chambre chez mes parents, quoi, grosso modo. Et il s'avère que après, j'ai senti que ce besoin de contribution, de reconnaissance et d'estime, un peu moins, mais vraiment la contribution au monde, tu vois, vraiment laisser sa pierre quelque part, laisser sa Quelque chose trace, qui a du sens. Ouais. ça ait du sens. En fait, c'est ça qui m'animait. C'est-à-dire que moi, je pouvais plus, le jour où j'ai goûté à l'entrepreneuriat, je pouvais plus aller bosser pour un patron et tous les jours faire un truc qui n'était pas la trace que je voulais laisser. Et Oui, et donc, puis tu n'étais pas aligné avec toi-même. c'est ça. En fait. Je le sentais, tu vois, que ça dissonnait, j'étais pas bien, je dormais pas, enfin bref, ça le faisait pas. Et donc, au moment où je me lance, c'était ultra flippant, hein, je vais pas te mentir, c'est comme quand tu t'inscris dans une formation qui est assez coûteuse et tout, c'est le même principe, je suis excité de le faire parce que c'est une nouvelle vie qui s'offre à moi et je suis en train d'ouvrir un champ de possibilités. Et en même temps, bordel, c'est vertigineux, tu vois, genre j'ai un peu le vertige de regarder la falaise, là. De pas savoir si je vais m'écraser au fond ou si je vais ouvrir mes ailes et que je vais m'envoler, tu vois. Parce qu'à un moment, il faut quand même sauter. Et au départ, comme tu l'as dit, il n'y avait pas de filet, quoi. Donc, tu sautes et tu sais pas trop. Et donc, en fait, à ce moment-là, moi, je me suis vraiment connecté à ce qui m'animait. Et il m'aura fallu, derrière, jusqu'à encore récemment, très longtemps des expériences, que je suis passé par toutes les expériences de la Terre pour devenir la version de moi-même de maintenant, ce qui est normal, en fait, hein, ce qui est le cas de tout le monde. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, ce qui a fait que ça a marché pour moi à l'époque, c'est que je suivais ce qu'il y avait dans mon cœur indépendamment de toutes les peurs et de tous les crapes que j'avais dans la tête. J'avais déjà en fait cette faculté de le faire, mais par contre, c'était pas conscientisé et c'était pas, il y Ah, tu avait l'as pas incarné, d'action. en fait. Tu l'as C'était pas incarné. proactif de ma part, c'était juste naturellement là en fait. Mais si tu veux, je flippais de fou. Et que franchement, tout le monde me disait, mais ton truc, mes machins, mes bidules et tout ça. Et j'ai eu des galères terribles, franchement, j'en ai eu dans tous les sens, mais l'air de rien, le côté je contribue, et à chaque fois je me disais, si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, ça vaut le coup de le faire. Et quand j'en avais aidé une, je me disais, si je peux aider encore ne serait-ce qu'une seule autre personne, ça vaut le coup de le faire. Et à un moment, ça a commencé à se passer le message à droite à gauche, et j'avais énormément de gens au Et ça téléphone, tout le fait monde voulait me parler. effet boule de neige. Ça s'est fait Mais petit à petit. c'est Et au départ, ça part d'une conviction profonde. ouais, mais c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, on en revient toujours à la même chose. C'est ce qui nous anime ou ce qu'on a dans le cœur qui fait que le matin, on se réveille et qu'on veut vraiment faire quelque chose qui, pour le coup, à l'instant T, par exemple, ça ne paye pas. Il y a des actions qu'on fait à l'instant T qui ne vont pas payer. Mais on sait si c'est quelque chose qui nous anime vraiment, que c'est quelque chose de juste, qui a du sens, que ce soit pour moi, pour la planète ou pour d'autres gens, on sait qu'au final, au bout d'un moment, le travail paye en fait. Quel que soit le temps qu'on va passer dessus, les galères qu'on va avoir, il y a un moment donné, bah, peut-être le plus grand que soi aussi qui va aider un petit peu à ce que ça s'aligne sur toute la ligne, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Et du coup, j'avais une petite question par rapport à ça aussi. S'il y a une personne qui viendrait te voir et qui te dirait moi, j'aimerais bien être entrepreneur, tout ça, mais comment faire pour réussir en fait? Comment faire pour, bah, pour réussir à être la meilleure version de moi-même? Comment faire pour, je sais pas, pour passer ces obstacles, malgré le fait que je sais que j'ai rien à ce moment-là? En fait, moi, je crois à quelque chose de très particulier et tout le monde ne partage pas ça. En tout cas, j'ai cette croyance dans mon système de croyance. C'est que faire pour, c'est c'est mettre son focus sur le pour et pas sur le faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? C'est mettre son focus sur réussir et non pas sur faire. Or, ce qui te fait réussir, c'est faire. C'est ce que je crois profondément. Et si tu veux, moi, ce que je me suis aperçu, c'est qu'à chaque fois que j'étais, et ça m'est arrivé, hein, et la vie me l'a rappelé de manière assez violente par moment, à chaque fois que je faisais au quotidien dans l'optique d'obtenir le résultat, par exemple de faire du chiffre, de faire ceci, de faire cela, parce que pendant une période, ça a été compliqué, et je me suis retrouvé à devoir faire du chiffre pour sauver mes employés, ça me tenait vraiment à cœur. Alors que la vie me montrait autre chose, mais moi, ça me tenait à cœur. J'étais vraiment verrouillé sur le fait que je devais sauver l'emploi de mes employés. C'était vraiment pour moi la priorité absolue, pas du tout mon bien-être ou ma mission, en fait, en l'occurrence, à ce moment-là. Et donc, je me suis mis à
faire des actions pour générer de l'argent, pour sauver mes employés. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai fait exister le fait qu'il fallait sauver les employés, donc qu'il y avait un problème. Et j'ai fait exister le fait qu'il n'y avait pas d'argent. Puisque si je fais pour avoir plus d'argent, c'est qu'il manque d'argent. Donc j'ai fait exister le manque et le problème par le simple fait que mon objectif, c'était quelque chose qui induisait déjà l'existence de ce problème. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que j'ai compris après, au fur et à mesure des expériences, qu'en réalité, ce qui fonctionne quand tu veux réussir, c'est-à-dire que en gros ton projet fonctionne et ce qui te tient à cœur se réalise au mieux et évolue dans le bon sens. Ouais. Ce qui est très important en fait, en réalité, c'est pas les éléments matériels ou les trucs sur lesquels on peut focuser, c'est-à-dire il faut faire tant d'euros, il faut faire telle marge, il faut faire machin. C'est pas ça en fait. Ce qui est important, c'est à quoi je suis connecté, c'est quoi mon point B et c'est quoi l'idéal vers lequel je tends en fait. Et si, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir la version idéale de nous-mêmes ou la meilleure version de nous-mêmes à l'instant T, quand on a envie de réussir, voilà, on a aussi envie de devenir cette version de nous-mêmes. Et ben je dirais en fait ce qu'il faut faire, c'est être cette version de nous-mêmes dans ce qu'on peut faire aujourd'hui, en faisant son mieux, et que quelque part, cette réussite inhérente à cette version de nous-mêmes, elle va venir parce qu'on devient quelqu'un. En fait, ce qui se passe, c'est que les résultats que j'obtiens ne dépendent pas de comment je souhaite ce résultat. Contrairement à ce qu'on nous dit avec le secret, il faut visualiser, machin chose. En fait, en réalité, c'est la version de moi-même nécessaire pour prétendre atteindre ce résultat, la déterminer, essayer de la ressentir en soi. Comment je peux faire au quotidien pour l'incarner au maximum? Si la version de moi-même à l'époque c'était transmettre mon message sur toute la Terre, bah évidemment j'aurais pu dire parmi les caractéristiques de cette version de moi-même, il y avait être capable de transmettre à quelqu'un, ce qui était un peu le minimum. Sauf qu'à l'époque, j'étais quelqu'un qui était incapable de parler à un inconnu. Passer un appel à un client pour lui dire que son colis était arrivé et que je voulais m'assurer qu'il aille bien le chercher, j'étais capable de procrastiner pendant 3 heures en transpirant toutes les gouttes de mon corps, tu vois. C'était C'est difficile à y insupportable. croire, hein. Quand on te connaît aujourd'hui, c'est difficile à y croire. On voit qu'il y a Je vraiment sais, mais crois-moi que c'est pas du tout une blague, hein. Je vais pas te mentir, il y a encore des situations où je suis incapable d'ouvrir la bouche et d'adresser un mot. Et c'est assez amusant d'ailleurs pour les gens qui le constatent ou qui le savent et qui me connaissent dans d'autres domaines, tu vois. Et donc en fait, à ce moment-là, je prends juste cet exemple, mais à ce moment-là, il fallait que je devienne la version de moi-même doté d'une capacité de transmettre. Alors là, je peux le découper en mini-objectifs. Ça, je peux dire, bah, c'est quoi quelqu'un qui est capable de transmettre? Bah, c'est peut-être quelqu'un qui sourit. Ça dépend de chacun, tu vois, mais ça peut être quelqu'un qui prend les devants et dit bonjour, même si on ne lui a pas dit bonjour. Ça peut être quelqu'un qui fait attention de parler avec des mots simples pour transmettre son truc. Tu vois, en fait, on va découper en choses très très simples et petit à petit, je vais dire, ok, je suis zéro là-dessus. Bah, comment je fais pour être à 1? Comment je fais pour être à 2? Comment je fais pour être à 3? Petit à petit, je deviens cette version de moi-même. Et comme je deviens cette version de moi-même, je peux prétendre avoir l'environnement et le contexte qui viennent s'harmoniser là-dessus et qui, de toute façon, me proposent des opportunités. Plus je change la version de moi-même pour devenir cette nouvelle version de moi-même, plus en fait les opportunités viennent se calquer sur qui je suis en train de devenir. La vie répond à ça. Et donc, au lieu de dire c'est quoi réussir et je visualise ma réussite, c'est plutôt qui je dois devenir pour prétendre à cette réussite, qu'est-ce que je dois ressentir à l'intérieur de moi, comment je fais pour commencer déjà un petit peu là maintenant, même si pour le moment j'en suis très loin. Et à force de faire ça, c'est là où j'opère la transformation et non pas la frustration d'être dans une situation différente de celle qui est selon moi idéale. Dis donc, une belle réponse, hein. C'est fou parce que c'est exactement ce que tu dis. Ce que tu dis, par exemple, moi, il y a des gens qui incarnent certaines choses et il y a des gens qui n'arrivent pas à exprimer certaines choses, tu vois. Et tu le vois très bien, hein, il y a certaines personnes qui arrivent, qui le font, mais qui sont incapables de dire, bah si, je fais les choses comme ça, de manière très structurée. Elles le font, mais elles sont incapables de le dire, tu vois. Et je trouve que toi, tu as vraiment cette façon de t'exprimer et dans tes actions aussi, j'imagine que tu agis autour de manière congruente. Et tu t'exprimes vraiment très bien. Donc, je pense que ça peut vraiment aider les personnes qui nous écoutent, justement, pour pouvoir passer à l'action aussi et puis pour savoir comment, comme tu dis, réussir et être la meilleure version de soi-même. En tout cas, merci, c'est top. Et j'ai juste une question qui peut paraître un peu bateau, mais j'aimerais avoir ta réponse quand même. C'est qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans le monde et comment tu vois le monde de demain?
Pour moi, le monde, en fait, c'est Autour pas de une toi, planète. ouais. Tu vois, pour moi, le monde en termes de planète ou le monde autour de moi, en fait, moi, je me sens connecté à l'intégralité de l'humanité. Donc, le monde autour de moi, il a pas de frontières, il n'a pas de couleur, il n'a pas de religion, il n'a pas d'âge, il n'a pas de compétences, d'incompétences, il n'a pas de langue, il n'a rien de tout ça. C'est juste des humains qui ont un cœur très fort qui est très puissant, mais qui murmure tout doucement et qui a du mal à se faire entendre dans un brouhaha de la tête. Et donc pour moi, le monde, en fait, c'est un immense cœur. Pour moi, le monde, en fait, il n'existe que parce que quelque part, à l'intérieur de chacun de nous, il y a une énergie d'amour qui nous met en mouvement. Je pense que même les gens qui font des choses qu'on peut considérer comme malveillantes, etc., quelque part, l'énergie intrinsèque, la grande puissance à l'intérieur d'eux, c'est une manifestation d'amour. Simplement, ils n'ont pas appris à la manifester d'une manière peut-être relativement cohérente avec les standards de notre société aujourd'hui. Je rappelle souvent aux personnes quand on me dit ouais mais attends il y en a c'est des pédophiles, des tueurs en série, des machins, des assassins, des violeurs, tout ça, c'est horrible, ils peuvent pas incarner ça. Je rappelle quand même que fut un temps étriper des villages entiers, brûler des gens vifs et prendre leur butin, c'était être un dieu vivant. On en est très très loin parce que notre société a évolué et qu'on a changé d'échelle de valeur, de conscience et que petit à petit, on n'a plus besoin de revivre ça. On les apprend par les traditions familiales et par la société, ce qui fait qu'en fait, on le vit dans notre croissance humaine, mais on le vit à des stades très primitifs, voire même on saute des étapes et on arrive directement à un stade où tout ça n'existe plus. Pour certaines personnes, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de recevoir ça. On dit souvent, il est très difficile de donner et d'utiliser ce qu'on n'a pas reçu. Donc je dis pas que ces personnes sont excusables, attention, je dis simplement que c'est peut-être pas par hasard qu'il y a ce résultat, c'est peut-être que ce qui a été fait a généré ce résultat. Donc là, pour moi, si tu veux, comment je vois le monde, comme je te l'ai dit dès le départ, je suis profondément en amour de l'amour. Je pense que au-delà de la vie, au-delà de la santé, etc., tout est amour. Alors c'est pas un truc de bisounours parce qu'à la base j'ai un cerveau très analytique, j'étudie les neurosciences, j'étudie la psychologie, j'étudie plein de choses, donc c'est pas un truc de gourou ésotérique qui te dit amour et faites un chèque, tu vois. Mais je crois profondément que l'humain et le monde, c'est l'amour. Alors comment je vois le monde? Eh ben, je vois le monde comme quelque chose où on est dans une quête perpétuelle de connecter et de laisser à nouveau nous traverser, sortir de nous et rayonner en permanence cet amour. D'ailleurs, si tu l'as remarqué peut-être, et les gens qui nous écoutent, tu as toujours l'impression quand tu fais la rencontre de ta vie ou que tu rencontres des personnes extraordinaires et tout, tu ressens cet état un peu d'euphorie, d'amour comme quand tu es amoureux au départ. Tu l'as à l'intérieur de toi. Et donc à ce moment-là, on se dit, ah cette personne, elle me donne tellement d'amour, elle me nanana. Strictement faux. Jusqu'à preuve du contraire, cette personne ne te donne rien. C'est-à-dire que des fois, Mm. tu penses à cette personne, elle ne pense pas à toi, et tu ressens ça. Ça veut bien dire que c'est pas elle qui te donne, c'est toi qui te connectes à ce qui est déjà en toi. La joie, elle est déjà en toi. La paix, la gratitude est déjà en toi. L'amour est déjà en toi. La colère est déjà en toi. Toutes les émotions sont déjà en nous. Par contre, c'est très difficile de s'y connecter dans un monde où en permanence, on nous fait focuser sur la peur et sur les problèmes, sur le fait que l'autre est méchant, l'autre est dangereux, l'autre, dans cette société capitaliste, notamment occidentale, bah, l'autre, pour gagner, il doit nous prendre. Tu vois? Mm. Ou nous, si on veut gagner, il faut qu'on prenne. C'est-à-dire que si je veux gagner ma vie, il faut que je prenne ma marche sur quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, dans l'état d'esprit, ça nous crée cette espèce de vision darwiniste, mais aberrante, qui n'est pas la vision de Darwin de départ, que l'humain devrait être dans la compétition. Parce que c'est le Mm. plus fort qui survit et que c'est ça l'adaptation. C'est pas le cas, c'est totalement faux. D'ailleurs, l'humain, à ma connaissance, est l'une des seules espèces qui a à cœur de sauver les espèces blessées des autres types d'animaux, etc., par exemple, ou la forêt, etc. Le cerf ne sauve pas la forêt. Le cerf mange son lichen, le cerf prend sa femelle, le cerf se bat avec les autres mâles, brame, etc. Mais le cerf va pas faire des manifestations pour le climat, va pas prouver que machin Bien chose qui sûr. peut sauver la Mm. forêt. Tu vois, le cerf, il est. Nous, Mm. on a la capacité à conscientiser. Et c'est Ouais. là où ça rejoint la notion d'amour à incarner au quotidien, que je pense que c'est notre rôle d'arriver à se sortir de l'inconfort du quotidien qu'on essaye d'éviter tellement ça nous met mal à l'aise et que ça nous fait peur, de devenir confortable dans l'inconfortable pour en Mm. permanence pouvoir laisser rayonner l'amour qui est en nous. Et Bien ça, je sûr. pense que c'est l'avenir de l'humain et c'est ce qui va effectivement permettre de rayonner vers une société
On est beaucoup plus dans la compassion et l'entraide, Et qui la sont les valeurs collaboration. fortes de notre espèce. Bien sûr, ouais, quelque chose de collaboratif. De toute façon, c'est ça, hein, si on va plus vers quelque chose vers l'entraide, la collaboration et aussi la régénération des choses, on va dire, ce qu'on a en nous et aussi ce que la planète produit déjà, entre guillemets. S'il y a tous ces aspects-là, je suis sûre que déjà demain, on pourra commencer vers quelque chose de plus intéressant au niveau de la planète, par exemple, tu vois. C'est clair. Donc, top, merci pour ta réponse. Et maintenant, je voulais te poser des petites questions à réponse rapide, Yes. si tu peux. Je voulais savoir quel est ton livre qui t'a inspiré ou peut-être où il y a eu une prise de conscience ou quelque chose comme ça. Le livre qui t'a inspiré, ouais. J'ai 2 livres, donc je vais dire les 2 parce que pour moi, ils Oui, sont t'as le droit. presque à égal niveau. Le premier, c'est La prophétie des Andes de James Redfield, qui est un livre incroyable, une sorte de roman initiatique pour ceux qui l'ont jamais lu, c'est un incontournable. Il a fait toute une série qui est absolument fantastique pour apprendre comment on se connecte à la vie, en fait, autour de soi. Moi, ça m'a beaucoup aidé à une époque. Alors, c'est très symbolique, etc. Parfois, on peut avoir l'impression que ça peut être un peu farfelu et que c'est romancé. Mais si on se détache du fait que c'est romancé avec des images assez visuelles pour les lecteurs, c'est quelque part validé à 100% dans ma vie du quotidien. Et plus j'expérimente et plus je me rends compte que c'est validé. Pour moi, c'est un livre qui a changé ma vie. Le deuxième livre, d'un tout autre registre, mais il suit ce que j'ai dit précédemment, c'est Les clés de l'intelligence amoureuse de Florentine Donoa Wang. C'est le livre qui m'a le plus traversé, bouleversé, qui m'a fait comprendre à quel point, en fait, l'amour est la plus grande clé de croissance qu'on peut avoir, que la relation sentimentale, c'est quelque chose de difficile pour l'humain d'aujourd'hui qui n'y est pas formé, mais qu'en réalité, c'est au travers notamment de l'amour du couple qu'on peut avoir, qu'on peut transcender énormément de nos blessures et de tout ce qui nous limite depuis toujours pour redevenir soi sans les conditionnements traumatiques qu'on a pu avoir. Et c'est vraiment un livre, si les gens ne l'ont pas lu, franchement, allez-y. Elle a fait un TEDx qui est sur Internet. C'est un livre qui m'a, franchement, moi, qui m'a traversé. Il y a eu des moments, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, pour être tout à fait transparent, parce que je réalisais à quel point, en fait, en réalité, on est conditionné à faire ce qui ne marche pas, alors qu'en réalité, on cherche qu'un truc, c'est à aller bien et à être en connexion avec l'autre. Et là, elle donne des outils où on sort des étiquettes classiques de ouais, mais tu dois travailler ta dépendance affective, ouais, mais parce que tu es hypersensible, ouais, mais parce que ceci, cela. Là, on sort de ça et on dit en fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait et comment en fait l'amour qu'il y a entre les gens, dans le couple ou même avec d'autres, comment en fait on peut utiliser ça pour guérir, pour soigner nos blessures et pour redevenir soi. Et j'ai trouvé ça incroyable. C'est très simple. J'ai lu ce livre et je me suis dit, c'est exactement le livre que j'aurais voulu écrire. Simplement, elle l'a dit tellement mieux que moi. Elle a dit tout ce que je pensais, mais tellement mieux que moi. Et j'étais, waouh. Franchement, j'ai été bouleversé par ce livre. Bouleversé. Ouais. Mais on va remettre, je pense, dans le détail de la vidéo, on mettra du coup les livres parce que je pense que ça va l'intéresser beaucoup. Vu la manière en plus la manière dont tu t'exprimes dessus, je pense que ça va intéresser énormément les gens. Je suis un bon vendeur, c'est ça? Hein? Je dis, je suis un bon vendeur, c'est bien, c'est un Ouais, truc c'est que je vrai vends que t'es un bien. bon vendeur. Ouais. Je vends bien les trucs que je vends pas, c'est super. Donc tu vis les choses quand tu t'exprimes, donc c'est sûr que ça donne envie de les lire. Et une personne ou des personnes du coup qui t'ont vraiment inspiré, Parmi les gens que tu admires et que tu admires et qui t'ont inspiré. Parmi les gens que j'admire, l'une des personnes que j'admire le plus, c'est assurément Martin Latulipe, qui est un de mes mentors, que j'aime incroyablement. J'ai pas peur de dire que je serais mort si il n'était pas entré dans ma vie. Donc, puisque j'étais à une période de ma vie où je pensais au suicide tous les jours. Et c'est grâce à lui que j'ai décidé de remonter la pente et que j'ai pris un nouveau départ. Donc, je l'en remercierai jamais assez. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir échanger régulièrement avec lui, etc. Et c'est un peu un rêve qui est devenu réalité, tu vois. C'était un peu l'objectif que je m'étais fixé dans toutes les années très très dures, où j'ai vraiment vécu, comme je le dis, la traversée des ténèbres et du bas-fond des ténèbres. Et en réalité, à l'époque, ce qui me tenait, c'était un jour, je pourrais faire partie des gens qui côtoient Martin Latulipe, etc., et qui font partie des gens qui influencent le monde pour bâtir le monde de demain. Et je peux te dire que le jour où ça s'est produit, j'en menais pas large. Et j'ai eu
un lâcher d'émotions assez intense. Donc vraiment, pour moi, c'est la personne un peu pratiquement number one. Ouais. Après, je pense aussi énormément à mon frère qui vit avec des circonstances particulières et qui m'ont donné des leçons sur énormément de choses. Et, euh, et je dirais qu'au quotidien, si je me sens autant inarrêtable, même dans les périodes les plus difficiles où je sais que j'ai la foi, que ça va finir par aller, que je suis juste en train d'apprendre ce que j'ai besoin pour devenir la version de moi-même qui a besoin d'être dans quelques temps, ben, souvent c'est en me connectant à lui, même si on n'est pas proche, pour être tout à fait transparent. Des Euh, fois, on n'a pas besoin d'être forcément proche pour se connecter à quelque chose, voilà, une situation ou un vécu ou autre. Donc, top. et puis sinon, parmi les gens qui m'ont aussi très hautement inspiré, je te dirais bien, pour rester dans le thème, Robert Masson, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, ou ce qu'il Non, a mais tu dit. l'as cité plusieurs fois déjà, donc ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a une C'est empreinte la pour toi. personne qui m'a fait devenir naturopathe et c'est en fait l'ange sur ma route qui m'a amené vers le truc qui m'anime aujourd'hui le plus au monde et qui me donne Mm. l'impression que même si je devais me battre et payer pour le faire, je le ferais. Donc si tu veux, et c'est quelqu'un qui m'a tellement inspiré, tellement par son rayonnement, et pourtant c'est une personnalité vraiment très particulière, etc. Mais, et encore une fois, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il disait, mais par contre c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré énormément. Après, je pourrais en citer plein d'autres, mais je vais m'arrêter à ces trois-là qui sont. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent pour rien te cacher, et pour moi, l'inspiration, c'est vraiment très fort. D'ailleurs, pour la peine, je vais en mettre un bonus. Euh, j'aime, Allez, vas-y, fais ton j'aime médecin. énormément David Laroche. Ok. Pendant longtemps, j'ai été presque mal à l'aise vis-à-vis de lui, parce qu'il disait des choses qui faisaient écho en moi, et en fait, j'arrivais pas à le comprendre. J'avais l'impression que ça me plaisait pas, sa façon de parler. Et en fait, il s'avère que plus je l'écoute et plus je le découvre, et plus je me rends compte que c'est quelqu'un qui a vécu et qui a un parcours extrêmement similaire au mien. Et il a dépassé des trucs que je suis en train d'essayer de dépasser, et j'ai dépassé des trucs que je pense qu'il est en. Alors, il a déjà bien avancé, mais que peut-être il lui reste encore à gérer. Et J'ai une connexion un peu là, en fait. c'est très étrange, je vais pas te mentir, c'est très étrange, mais quand je vois cette personne, j'ai l'impression de voir une version de moi dans un autre multivers. Tu vois? Si je m'étais lancé dans le coaching plus que dans la naturopathie, j'aurais fait la même chose que David Laroche. Mais tu Parce as que déjà été en contact avec lui? Tu l'as pas déjà. directement, mais par contre, ouais, je suis des choses à lui et je pense que ça se fera très Ben prochainement. voilà, peut-être que, La vie vu a ce que l'air de tu me faire dis, des clins d'œil. vu ce que tu dis, ce serait peut-être Mais oui, intéressant, c'est hein. quelqu'un qui m'a inspiré énormément et j'adore sa façon de partager des choses. Pour ceux qui le connaissent pas, il fait des vidéos qui sont incroyables. Et, Oui, euh, j'en ai vu quelques-unes. et j'aime son style parce que je me reconnais là-dedans aussi. J'aime son style où il n'hésite pas à dire toutes les merdes qui lui arrivaient, même les trucs les plus qui foutent le plus la honte, etc. Tu vois. Authentique, quoi. J'adore ça. J'adore ça. Donc gratitude à lui parce que il fait partie des vivants et des gens qui publient du contenu que je peux suivre régulièrement et qui m'inspirent. Top. Et deux petites autres questions. Quel est ton... Bon, après, tu as un peu répondu avant, mais quel est ton objectif pro? Voilà. Ah, point. Ok, d'accord. J'ai cru que tu allais me dire pro et ou en machin, je savais pas. Non, juste pro. Après, je te dirai l'autre. Mon objectif pro, en fait, il est extrêmement simple. Il est de permettre à tous les gens de la planète en francophonie, et pas en France ou dans le monde, en francophonie, c'est ce qui m'importe, notamment les pays d'Afrique auxquels je suis très sensible, les pays des Dom-Tom, les pays type Guyane, type Polynésie, type Réunion, type Madagascar, tous ces pays-là. Il y a beaucoup de pays francophones et beaucoup de francophones expatriés dans le monde entier, tu sais de quoi je parle. Et en fait, ce qui me tient à cœur professionnellement, c'est faire rayonner une autre vision de la vie et de la santé. Quelque chose où en fait on n'est pas tout le temps en train de se demander quelle maladie on a et donc comment faire pour vivre avec, ce qui est déjà très difficile et à vivre émotionnellement, mais plus de dire qu'est-ce qu'on fait pour que la vie s'exprime pleinement en moi pendant toutes les années à venir et comment je peux maximiser ça. Et j'ai vraiment à cœur en fait de partager ça, ce message. Alors ça se décline professionnellement, parce que là tu vas me dire c'est une vision, c'est pas professionnel. Ça c'est ma vision. Non. Moi tu vois, ce qui me tracte c'est ça, c'est-à-dire que encaisser de l'argent n'est qu'une étape du processus là-dedans. Et donc, comment ça se manifeste en termes de business, parce que moi, je suis quand même un entrepreneur, multi-entrepreneur, multi-casquette. Comment ça se manifeste par rapport à ça? Ça se manifeste en formant des gens à la naturopathie, d'une nouvelle naturopathie, donc tu sais de quoi je parle, mais ça se manifeste aussi en fait
en aidant des naturopathes déjà en place à développer de l'activité, à savoir mieux communiquer. Moi, j'ai le sentiment que c'est là mon truc. Et après, je suis en train de développer des nouvelles compétences pour permettre aussi bien à mes élèves que les gens que je rencontre de passer à un autre niveau, de supprimer leur blocage vraiment à eux, même si j'ai déjà beaucoup d'outils, mais je suis en train de travailler très fort encore plus là-dessus. Et justement pour permettre à des gens qui n'ont pas encore pris conscience qu'il y a quelque chose à faire et que leur vie pourrait être tout autre, voilà, de les aider en fait à venir conscientiser ça. Donc ça c'est mon vrai objectif, il est là. Il est de faire en sorte que ça bouge et qu'on arrête de pédaler dans la semoule comme ça alors qu'en fait on a déjà tout entre les mains. Proaction, c'est bien, c'est super. Ça, c'était. J'aime bien ces réponses parce que même si on dit des réponses courtes, tes réponses sont tellement pertinentes. Super. Et dernière question, du coup, objectif perso. Objectif perso, Ouais. j'aimerais pratiquer mieux. Alors c'est très bizarre dit comme ça. J'allais dire j'aimerais pratiquer mieux l'amour au quotidien. Je parle pas de culbuter quelqu'un, même si c'est ok et que c'est cool. Je parle vraiment de pratiquer l'amour au quotidien dans ce qui m'entoure. Je vois que c'est ce qui me porte le plus et c'est ce qui me donne le plus de résultats. Et c'est ce que je suis. De toute façon, la plupart des gens qui m'ont fréquenté longtemps ont eu l'opportunité de palper tu sais ce qu'on appelle le signe lunaire en astrologie, c'est-à-dire la version nous-mêmes vraiment à l'intérieur, la version émotionnelle profonde de nous-mêmes et non pas le signe, enfin l'ascendant qui est en Ouais. gros ce qu'on montre à l'extérieur. Il y a vraiment le signe à l'intérieur de nous, le signe lunaire. Et en fait, j'aimerais vraiment pouvoir être au quotidien. Alors, de plus en plus, je le suis et j'ai volontairement pas de blocage, etc. Mais par contre, je sens que ça mérite encore d'être dans l'ouverture de cœur et d'être de plus en plus dans l'amour. Donc, mon objectif perso est là-dessus et qu'évidemment, ça se décline dans ce qui est le plus important pour moi au monde, c'est-à-dire mes enfants et partager ma vie avec la femme de mes rêves, quoi, ou la femme de ma vie. Il n'y a rien de plus, il y a rien de plus important pour moi au niveau personnel. Après, tous les trucs de maison, de machin, pour moi, c'est du comment et le comment, c'est la vie qui décide. Ouais, bien sûr. Bah, dis donc, c'est bien. De toute façon, il y a toujours une évolution. C'est pour ça que je te demandais des objectifs parce qu'il y a toujours une évolution derrière. Il y a toujours quelque chose où on peut améliorer, en fait. Même quand on aura 90 ans, on aura toujours des choses à améliorer. Même si on a une sagesse derrière, une vie derrière. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est que ça ne s'arrête pas là, à maintenant, à l'instant T. Il n'y a pas un moment de dire j'ai fini, hop, 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 c'est bon, je vais me coucher, je vais dans mon cercueil. Non, il y a toujours quelque chose. Et c'est cet espoir, en fait, qui fait que l'énergie les démultiplie encore plus. Toujours l'espoir de faire mieux, d'être toujours à avoir un autre soi derrière l'instant T plus un. Et donc voilà, je voulais terminer un petit peu l'interview avec ces T plus 1 C'est important ce que tu dis de parce que toi. c'est très important là ce que tu dis parce que pour moi, si tu veux, quand tu parles de ce mouvement, de cette évolution, c'est l'essence même de l'existence de la vie. Si tu es en vie, c'est que cette force qui t'anime, qui régit toute chose, que certains appelleront Dieu, d'autres appelleront ça l'univers, la source, la vie, d'autres appelleront ça comme en naturopathie la force vitale intelligente, l'inconscient naturel, inconscient naturé, bref, il y a tout un tas de façons d'en parler. Cette force qui régit toute chose, qui est là, qui t'anime, qui fait que tu réfléchis pas et que tes cellules fonctionnent et ils font des trucs extraordinaires qu'on n'arrive même pas encore totalement à détecter. Bah, cette chose-là, si elle est en toi et que elle n'est pas sortie de toi, c'est-à-dire mort, tu es mort, si elle est en toi, c'est qu'elle veut que tu changes et qu'elle veut que tu continues à bouger, à évoluer. Il n'y a rien qui veut que tu sois statique comme ça, branché sur une machine où en fait c'est ta conscience qui vit ailleurs et toi à l'instant T dans ton corps tu fais plus rien. Si la vie elle est en toi, c'est qu'elle a envie que tu vives des choses. Et tout ce que tu vis, ça anime des petits trucs, ça fait bouger des choses. Et donc pour moi, c'est si tu es encore en vie, c'est que tu as Il y a encore quelque chose à vivre. Exactement. De toute façon, c'est une phrase qui est connue, mais qui est tellement vraie, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et Et oui. c'est vrai que c'est vraiment l'espoir qui fait vivre des choses. Quand on vit des situations difficiles, comme toi, tu as dit, en fait, tu as vécu des moments difficiles dans ta vie, et c'est toujours à ces moments difficiles de la vie qu'on commence à prendre conscience de certaines choses, qu'on commence à aller chercher des réponses, que ce soit en nous ou à l'extérieur. Mais avancer, évoluer, mais mine de rien, il y a des gens qui sont dans des moments de vie très difficiles et qui vont peut-être nous écouter, qui vont se dire mais non, mais moi j'y arrive pas. Mais en fait, si, c'est des moments de vie difficiles où on regarde le mur et on se dit là, il faut peut-être que j'agisse en fait, et qu'il y ait vraiment une prise de conscience. Et tant qu'il y a aussi cette évolution, l'espoir de se dire ah moi j'aimerais bien faire ça ou j'aimerais bien faire ci ou autre, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous donne envie de voir la vie un peu plus rose entre guillemets, d'imaginer qu'il y a quelque chose derrière en fait, que ça s'arrête pas là. Et, Tout euh,
et voilà. Donc voilà, l'interview est terminée. Je te dis, c'était vraiment super chouette, Renaud, de t'avoir. Merci, c'est Poser des cool, j'ai petites... apprécié. Pour une fois, c'était l'inverse, en fait. C'est toujours toi qui poses des questions et là, c'est toi qui as répondu. Donc, les gens, on peut connaître un petit peu ton parcours. En tout cas, merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. On espère que ça a pu vous aider dans vos questionnements. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire voilà, comment vous avez ressenti ce moment-là. Et en attendant, moi, je vous dis à bientôt pour un autre épisode avec d'autres personnes, d'autres créateurs du Nouveau Monde. Et voilà, je vous dis à bientôt. Bien, merci encore, Renaud, c'était chouette, vraiment. Avec plaisir. Salut tout le monde! Salut, ciao!